Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Les coûts exorbitants liés à l'évacuation de marchandises vers le centre de consommation fait partie de difficultés des vendeurs des produits dits bio. Ce sont les commerçants de ces articles du marché de l'UPN dans la commune de Ngalema qui se sont confiés au micro des Ecofin Télévision. Dans ce journal, vous les écouterez. Toujours dans ces journaux, nous ferons également allusion à la remise et reprise intervenue à l'inspection générale de finances IGF en sigle entre Jules Alinguete et Christophe Bitasimois qui a pris officiellement ses fonctions les jeudis 15 mai. Mesdames et messieurs, voilà tout pour la vitrine de votre journal, les développements et de bien d'autres dans le corps de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous choisir pour vous informer et bienvenue à vous dans cette édition. La levée des immunités du sénateur à vie Joseph Kabila suite au réquisitoire du procureur général de forces armées de la République démocratique du Congo a été au cœur de la plénière présidée le jeudi 15 mai par Jean-Michel Samalukonde à la Chambre haute du Parlement. À l'issue d'un huis clos, le Sénat a décidé de la mise en place d'une commission spéciale chargée d'évaluer dans un délai de 72 heures le réquisitoire visant l'ancien président de la République. Images et commentaires. La Chambre haute du Parlement a connu une séance plénière intense conduite par Jean-Michel Samalukonde dans la soirée de ce jeudi 15 mai. Parmi les sujets à l'ordre du jour figurait l'examen du réquisitoire de l'auditeur général des FRDC contre le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, un dossier débattu pendant plusieurs heures à huis clos. Fort de ce soutien, la coalition précitée sème morts, massacres et pillages dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Ne pas tirer toutes les conséquences en droit des comportements ostensiblement affichés par le sénateur à vie précité constituerait une violation flagrante de la Constitution qui stipule en son article 12 que tous les Congolais sont égaux devant la loi. Au niveau interne, plusieurs éléments de preuve à la bénéficier qu'il bénéficie également du soutien de M. Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie. En effet, interrogé, M. Eric Nkuba a déclaré avoir, le 15 mai 2023 à Kampala, entendu que le sénateur à vie précité conversait avec Corneille Nangaa. Ils soutenaient au cours de leur entretien que le Rwanda avait un plan visant l'assassinat de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Si les réquisitoires de l'auditeur général des FRDC évoquent des indices sérieux de culpabilité à l'encontre de l'ancien président, les charges qui pèsent sur lui sont particulièrement lourdes. À l'issue de la plénière, le bureau du Sénat a annoncé la mise en place d'une commission spéciale chargée d'examiner en profondeur la question sous un délai de 72 heures. Le projet de loi portant création du tribunal pénal économique et financier ainsi que le parquet national économique et financier y rattaché a été adopté à l'Assemblée nationale au cours de la plénière tenue le jeudi 15 mai. Cette réforme, d'après le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, qui l'a présentée aux élus nationaux, va substantiellement aider la République à pouvoir créer l'équilibre entre les enquêtes menées par les institutions financières techniques et les juridictions techniques appelées à donner une suite à ces enquêtes. Igor Biwaka en parle. C'est devant les élus nationaux que cette fois-ci le ministre d'État en charge de la justice a porté ses projets de loi portant création du tribunal pénal économique et financier
ainsi que le parquet national économique et financier y rattaché. C'est après son adoption à la 40e réunion du Conseil des ministres, présidé par le chef de l'État, à Lubumbashi. Revenant sur la base légale qui fonde ces textes, Constant Moutamba a mis en lumière l'objet de cette réforme qui vise à réprimer toutes les infractions à caractère économique et financier. Le tribunal pénal économique et financier, ainsi que le parquet national économique et financier rattaché, s'activent à s'occuper, à réprimer toutes les infractions à caractère économique et financier. L'institution de cette réforme va substantiellement aider la République, poursuit-il, à créer un équilibre entre les enquêtes menées par les institutions financières techniques et les juridictions techniques appelées à donner une suite à ces enquêtes. Cette réforme va aider substantiellement la République à pouvoir créer l'équilibre entre les enquêtes qui sont menées par des institutions financières techniques ainsi que les juridictions techniques, le parquet technique appelé à connaître ou à juger, à donner une suite à ces enquêtes. Cette réforme, adoptée à l'Assemblée nationale, répond à l'ambition du chef de l'État de renforcer les dispositifs de répression de la délinquance financière et économique. Lors du deuxième jour de la 6e édition de Katanga Business Meeting, placé sous le thème « Bâtir notre futur », la première ministre et chef du gouvernement a pris la parole pour souligner l'importance du développement régional et régionalisé. Elle a notamment insisté sur le rôle stratégique du corridor de Lobito, appelant à une gouvernance concertée entre la RDC, l'Angola et la Zambie. Par ailleurs, la gouverneure Fifi Masuka Saini, également panéliste, a plaidé pour que la RDC bénéficie d'une part équitable dans les différents projets de développement régional. Le deuxième jour de ce grand salon d'affaires de Katanga Business Meeting était consacré aux travaux en panel. Devant un parterre d'invités venus de divers horizons, la première ministre et chef du gouvernement, Judith Suminwa, a insisté sur le corridor de Lobito qui appelle à une gouvernance concertée entre la RDC et les républiques sœurs d'Angola et de la Zambie, mettant en place des structures économiques qui travailleront en partenariat. Ce corridor, soutenu par des partenaires de premier plan, doit devenir un catalyseur d'opportunités. La transformation locale de nos minerais, la création de clusters industriels, l'amélioration des chaînes de valeur et surtout la création d'emplois durables pour notre jeunesse, conformément à la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Fifi Masuka Saini, gouverneur du Lualaba, était parmi les panélistes de cet événement majeur qui offre les opportunités d'affaires. Elle a souligné dans son intervention que le corridor de Lobito ne pourra pas exister sans les minéraux de la RDC, d'où il faudra penser au partage équitable dans les améliorations des infrastructures comme ça se passe en Angola. Trafigura travaille ici, au Lualaba, depuis longtemps. Mais pourquoi il hésite de mettre le fonds pour que la SNCC puisse commencer le travail rapidement? Il a besoin des minéraux, il arrange en Angola, il oublie d'où viennent les minéraux. L'autre panéliste à intervenir, c'est le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, qui a salué l'élan du développement qu'il a constaté dans la province du Lualaba sous le leadership de la gouverneure Masuka Saini Fifi, conformément aux instructions du président Félix Tshisekedi. Après leurs brillantes interventions, la première ministre chef du gouvernement, Judith Suminwa, et la gouverneure Masuka ont visité le stand de la province du Lualaba, pleine d'atouts et d'espoir au cœur de la RDC.
Et puisque nous sommes au Lualaba, restons-y. De son arrivée à l'aéroport national de Kolwezi, le vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a effectué une visite de terrain dans l'entreprise industrielle Power et Control, une start-up innovante située dans la province du Lualaba et spécialisée dans la fabrication d'équipements miniers. Accompagné de quelques membres du gouvernement provincial, Daniel Mukoko Samba a exprimé son soutien et encouragé le responsable de cette entreprise dans leur démarche de promotion de l'entrepreneuriat local. C'est par l'aéroport national de Kolwezi que le vice-premier ministre en charge de l'économie, Daniel Mukoko Samba, a foulé le sol de la capitale mondiale du cobalt ce mercredi 13 mai 2025. La ministre provinciale de l'économie, Lydia Kapapa, et le secrétaire exécutif du gouvernement provincial, Jules Kabouit, l'ont accueilli à sa descente d'avion. Après une brève entrevue avec le représentant de l'autorité provinciale, le professeur Daniel Mukoko Samba a été ovationné par le membre de son parti politique UCO qui ont fait le déplacement de l'aéroport. Dès là, il a visité l'entreprise Percy Industrial Power and Control, une start-up évoluant au Lualaba. Daniel Mukoko Samba a salué l'émergence de l'entrepreneuriat local, une manière de promouvoir l'essor économique tel que voulu par le chef de l'État. Il faut ajouter de la valeur à la ressource. Et ce sont des entreprises comme celle-ci qui démontrent comment on crée de la valeur à partir de ce qui existe. Ça, c'est une entreprise qui s'installe dans une région minière pour vendre aux entreprises minières ce dont elles ont besoin, pour qu'elles n'aient pas tout le temps à importer. Je félicite le jeune entrepreneur à ma droite, tout comme je félicite Madame la ministre provinciale de l'économie à ma gauche, pour créer justement cet environnement qui permet. Patrick Assenda, directeur général de cette firme, a salué cet acte qui témoigne de la considération des autorités tout en réaffirmant l'accompagnement du gouvernement provincial dans chaque étape d'évolution de sa structure. Le PM, avec un agenda très chargé, a décidé de venir rendre visite. Et comme nous l'avons toujours dit, que le gouvernement était vraiment un aspect très important dans l'évolution en tant qu'entrepreneur. Et nous sommes très ravis parce qu'aujourd'hui nous avons démontré les capacités d'abord locaux. Ça c'est une chose qui est très importante. Le gouvernement provincial a toujours été là, notamment la gouverneure maman elle-même, parce qu'elle nous aide d'abord. On ne peut pas être entrepreneur sans sa vision. Et elle reçoit aussi la vision directement du chef de l'État. Le numéro 1 de l'économie nationale est aussi à Kolwezi pour prendre part au forum économique Katanga Business Meeting. Les nouveaux chefs de service de l'inspection générale de finances, Christophe Bitassimwa, a officiellement pris ses fonctions le jeudi 15 mai à Kinshasa, au terme d'une brève cérémonie de remise et reprise qui s'est déroulée au bâtiment de ces services spécialisés de la présidence de la République, sous la supervision du directeur des cabinets du chef de l'État, Anthony Kinzo, et de plusieurs autorités politiques. Le tandem Christophe Bitassimwa Bahi et Emmanuel Chibingunsenga a pris les commandes de l'inspection générale des finances ce jeudi 15 mai 2025. Une cérémonie de remise et reprise très conviviale sous la supervision du directeur de cabinet du chef de l'État, Anthony Kinzo, qui a conduit avec lui une forte délégation de la présidence de la République à l'IGF pour ce faire. Voilà. Okay. Quelle élégance! Jules Alingue Tekei passe le bâton de commandement à son successeur, Christophe Bitassimwa, avant de souhaiter à cette nouvelle équipe un fructueux mandat. Il a plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de vous confier la lourde responsabilité de conduire la 5e direction de l'inspection générale des finances depuis sa création. Je connais
vos capacités respectives, pour avoir évolué avec vous. Je ne doute pas que vous donnerez les meilleurs de vous-même pour rendre toujours la noblesse à l'inspection générale des finances et aller de l'avant. De tout mon cœur, félicitations et plein succès. À son tour, le nouveau shérif des finances publiques de la RDC, Christophe Bitassi Mwabahi, a remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance placée en sa modeste personne et prend l'engagement solennel de respecter scrupuleusement sa vision et son programme. Je voudrais aussi remercier en premier lieu le chef de l'État, le président de la République, qui a jeté son dévolu sur moi. Nous sommes une pépinière d'inspecteurs ici qui se valent tous sur le plan aussi bien intellectuel, professionnel. Et je profite de l'occasion pour vraiment prendre l'engagement solennel d'être entièrement à sa disposition pour réaliser dans ce secteur sa vision et son programme. Le directeur de cabinet, Anthony Kinzo, s'est adressé tour à tour à Jules Alinguete, puis à Christophe Bitassi-Mwa en ces termes. Une des premières choses, c'est l'importance que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, accorde à l'institution de l'inspection générale des finances. Je pense que vous l'avez compris, à chaque fois qu'il en parle dans ses discours, et lorsqu'il parle de la question de la gouvernance, il ne cesse de dire qu'il a, sous son mandat, redynamisé la fonction contrôle par l'inspection générale des finances, mais aussi par d'autres structures. Une photo de famille a couronné cette cérémonie de remise et reprise pour une nouvelle page dans l'histoire de l'inspection générale des finances, avec à sa tête sa 5e direction qui sera conduite par Christophe Bitassi Mwabahi, inspecteur général des finances, chef de service, et Emmanuel Tshibingu Nsenga, inspecteur général des finances, chef de service adjoint. Dans le cadre du devoir de redevabilité, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a échangé le jeudi 15 mai avec le membre du caucus des députés nationaux de la province du Kasaï. Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique constante de dialogue avec le représentant du peuple, une manière pour Liao d'être à l'écoute des préoccupations des agents publics de l'État recueillis par les députés nationaux dans leur circonscription électorale afin de garantir des réformes inclusives. Suivez. Face aux élus, le vice-premier ministre a présenté les avancées majeures déjà enregistrées dans la mise en œuvre de différentes réformes dans l'administration publique, notamment la maîtrise des effectifs et de la masse salariale, l'organisation de départ à la retraite, les rajeunissements compétitifs via des concours, la mécanisation des agents dans toutes les provinces, y compris au Kasaï, le processus d'identification biométrique des agents publics et d'autres. Le député en retour fait remonter les difficultés spécifiques rencontrées sur le terrain, notamment l'accès à l'identification biométrique dans les zones les plus reculées, la lenteur de la mécanisation, le paiement des agents dans les zones dépourvues des banques et la désactivation jugée abusive des nombreux agents. Il était question pour nous de passer en revue la question de la fonction publique. Le VPM a eu à nous brosser un peu les avancées, ce qu'il réalise. Et à notre tour, nous sommes passés par les difficultés que rencontrent les employés, les fonctionnaires de l'État. Notamment la question du fichier de référence de la fonction publique, la question des dédoublements, la question des désactivés sur la listing pour différentes raisons. Tout ça, nous avons rencontré une oreille attentive. Le VPM Liao a rassuré les élus nationaux quant à sa volonté de trouver des réponses concrètes et durables à l'ensemble de problèmes soulevés dans le respect de principes de justice, d'équité et d'efficacité administrative. À l'issue des échanges, le président du caucus des élus, Guy Mafuta Kabongo, a exprimé sa satisfaction. Les élus ont accepté d'accompagner le ministre dans sa réforme. Nous, en tant qu'élus, en tant que Parlement, déjà, il prépare une loi qui viendra.
Et donc, nous sommes là pour accompagner et surtout veiller à ce que cette loi rencontre les vrais besoins de la population, les fonctionnaires en l'occurrence. Quant à la qualité du dialogue engagé, il a souligné que les informations reçues au cours de cette rencontre renforcent leur compréhension du processus en cours et leur permettent d'accompagner avec plus de clarté et de détermination les efforts du gouvernement en faveur d'une administration publique modernisée et performante. Dans le but de redynamiser l'entrepreneuriat congolais, le gouvernement de la République a entrepris ces derniers mois plusieurs réformes significatives dans le secteur de l'industrie et de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Le secteur connaît aujourd'hui des transformations profondes et des avancées décisives. Parmi ces réformes figure la mise en place d'une commission chargée d'examiner la loi sur la sous-traitance et d'élaborer un avant-projet de loi sur les contenus locaux. Commentaire. Plusieurs réformes significatives, dont la finalité de redynamiser l'entrepreneuriat congolais, ont été entreprises ces derniers mois au ministère de l'Industrie et Développement des PME. Parmi ces réformes, le gouvernement s'est attardé à résoudre les arriérés des quotités de la redevance du marché de la sous-traitance due par l'ARISP aux principales structures œuvrant dans les secteurs de l'entrepreneuriat. Les entités telles que le FOGEC, la PROSEM et l'ANADEC ont bénéficié d'un déblocage immédiat des fonds après plus de 4 années de galères et de stagnation. Dans les soucis de pérenniser des efforts engagés, le ministère a par ailleurs instauré un mécanisme de nivellement automatique. Ces systèmes permettent aux structures comme les FOGEC, la PROSEM et l'ANADEC de disposer des ressources financières disponibles chaque fois qu'une redevance sur le marché de la sous-traitance est perçue. Grâce à cette initiative, ces structures peuvent planifier à long terme et offrir un accompagnement régulier aux entrepreneurs. Dans un environnement de plus en plus digitalisé, le ministère de l'Industrie a également œuvré pour faciliter l'accès à l'entrepreneuriat à travers la création de plusieurs plateformes numériques. L'une des plus innovantes est Ekazi, un assistant virtuel qui aide les entrepreneurs dans la conception, la création et la mise en place de leurs entreprises. De plus, une collaboration avec le ministère de la Justice a permis de lancer une autre plateforme numérique qui dématérialise totalement les processus de création d'entreprises. Grâce à cette innovation, les entrepreneurs peuvent désormais créer leurs entreprises depuis chez eux sans avoir besoin de se déplacer, tout en obtenant les documents nécessaires à la formalisation de leurs activités. Par ailleurs, une pratique régulière des séances de travail technique avec les responsables des structures d'accompagnement a été instaurée. Ces rencontres ont pour but d'évaluer les performances individuelles et collectives, de favoriser la synergie entre les différentes structures et de garantir une évolution cohérente du secteur. Bonne nouvelle pour les finances publiques congolaises. Les réserves internationales ont atteint à ces jours la barre de 7 milliards de dollars américains, représentant une couverture des 2,67 mois d'importation de biens et de services, une performance inédite. C'est selon les données contenues dans la note hebdomadaire de conjoncture économique au 9 mai publiée par la Banque centrale du Congo, qui renseigne également de la stabilité de la monnaie nationale sur le marché des changes. Suivez. C'est une performance inédite pour les finances publiques congolaises. Les réserves internationales ont atteint 7 milliards de dollars américains, représentant une couverture de 2,67 mois d'importation des biens et des services. Il faut rappeler que les réserves internationales sont des réserves en monnaie étrangère ou en or détenues par la Banque centrale. Les réserves internationales sont d'une valeur économique inestimable. Elles constituent une forme d'épargne permettant à un pays de continuer à importer malgré les aléas du commerce international. Elles peuvent financer au besoin les déficits commerciaux, la balance des paiements et peuvent aussi stabiliser le taux d'échange. Parlant du taux d'échange, ces derniers continuent de se montrer de plus en plus stables depuis le début de ces mois de mai. Après une stabilité constatée la première semaine, la tendance s'est poursuivie à la deuxième. Le taux de change à l'interbancaire est resté stable, se fixant à 2847,23 francs congolais pour 1 dollar américain. C'est encore mieux au parallèle où la devise nationale s'est appréciée de 0,37% pour s'établir à 2860,34 francs congolais pour 1 dollar américain. Cette relative stabilité du taux d'échange s'observe depuis mi-2024 après une rude période traversée par le marché d'échange congolais
caractérisée par une dépréciation accélérée de la monnaie nationale vis-à-vis des devises étrangères, principalement le dollar américain. Les implications de cette stabilité s'observent notamment sur le ralentissement des pressions inflationnistes par rapport aux années antérieures. C'est même au regard de ces indicateurs macroéconomiques et d'autres paramètres que le Fonds monétaire international a récemment validé l'accord des services sur la première revue au titre du programme économique FEC d'une valeur de 1,7 milliard de dollars américains. Des efforts dont s'est réjoui le gouvernement et qui réitère en parallèle son engagement à renforcer les mesures d'accompagnement pour soutenir l'économie nationale. Vous devez savoir que la République démocratique du Congo a pris part au 8e congrès annuel du Cobalt Institute ouvert le mercredi à Singapour, organisé par l'ogre américain Cobalt Institute. Cet événement de taille a réuni les principaux acteurs mondiaux de l'industrie du cobalt ou la RDC avec ses 70% de réserves mondiales de ces précieux minéraux s'est présenté comme un des principaux acteurs au cœur des discussions. Le détail dans cet élément. Lors de la cérémonie d'ouverture, l'attention était marquée par l'allocution de Dina McLeod, directrice du Cobalt Institute, qui a salué la présence des délégations officielles, notamment celle de la RDC et de l'Indonésie. Elle a exprimé sa gratitude pour leur participation, qualifiant leur présence d'honneur pour son institution. Dans un contexte de tensions géopolitiques et de volatilité du marché observé depuis le début de l'année, Dina McLeod a insisté sur l'engagement de l'organisation à promouvoir la traçabilité, la responsabilité et les pratiques durables dans toute la chaîne d'approvisionnement. La délégation congolaise, conduite par les ministres des Mines Kizito Pakabomba, a été constituée entre autres des représentants de la présidence, de la GECAMINE et des services spécialisés du ministère de Mines. Cette présence stratégique illustre l'importance accordée par la RDC, premier pays producteur mondial du cobalt, à ces forums internationaux. Cette délégation a ainsi réaffirmé la volonté du gouvernement de la RDC de miser sur la transformation locale du cobalt dans le but de renforcer la valeur ajoutée et d'assurer une traçabilité accrue de la chaîne d'approvisionnement. Pendant 2 jours, les participants ont abordé les défis du secteur, notamment l'éthique de chaîne de valeur, l'impact environnemental et les opportunités de coopération entre pays producteurs et utilisateurs. Première productrice mondiale de cobalt, la RDC détient environ 70% des réserves mondiales de ces métaux clés pour les batteries de véhicules électriques et d'appareils électroniques, mais aussi pour d'autres technologies de pointe. L'interdiction partielle des productions décidée en février 2025 visait à freiner la chute des prix et à réguler le marché international, fortement impacté par une offre excédentaire, a insisté la délégation congolaise. J'en ai parlé au sommaire de votre journal. Dans un environnement où les produits surgelés se consomment plus que les aliments bio, comment se présente la vente des denrées alimentaires dites bio? À quoi font face les acteurs du secteur? Quelques commerçantes rencontrées le vendredi 16 mai au marché UPN dans la commune d'Engalema s'étendent sur leurs principales difficultés, entre autres le coût exorbitant lié à l'évacuation de leurs marchandises vers le centre de consommation. Le détail, c'est dans ces reportages signés Michel Kanchama, Grace Luyanga et Joe Manana. Malgré les efforts du gouvernement à promouvoir la production locale, la consommation à l'interne reste dominée par le produit majoritairement importé. Les aliments bio qui vendent ces commerçantes dans ces marchés UPN sont les plus affectés par cette réalité triste et des constatés qui s'ajoutent à cette contrainte plusieurs autres difficultés, entre autres celles liées au coût exorbitant de l'évacuation de leurs produits vers des grands centres de consommation. Nous avons un problème de transport de nos marchandises. Plus le prix du carburant augmente, plus le transport devient difficile. Voilà pourquoi, après avoir beaucoup dépensé pour le transport, nos produits doivent aussi se vendre à un prix proportionnel. En tout cas, pour consommer bio,
Il faut avoir suffisamment de moyens financiers, sinon cela est difficile par rapport au coût de ces produits. Les consommateurs préfèrent manger les vivres frais compte tenu de leurs moyens. Cette question a été débattue lors d'une conférence stratégique sur la baisse de prix des denrées alimentaires entre le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale et les opérateurs économiques, alors que la vie chère continue à terrasser la population quinoise. C'est dans une atmosphère empreinte de recueillement que s'est déroulée le mercredi 14 mai dernier la cérémonie funéraire de Yoali Nyange Gracia à la nécropole Rivière des Anges en périphérie de Lubumbashi, fille de Nyange Nyungani et de Yoali Binti Muyumba, qui est la sœur de Josué Muyumba, conseiller en communication de la gouverneure du Lualaba, qui laisse derrière elle un héritage de tendresse et de dévouement marqué par les souvenirs de ses proches et de sa communauté. Décédée depuis le lundi 12 mai dernier à Lubumbashi, de suite d'une maladie, c'est ce mercredi 14 mai que la dépouille mortelle de la regrettée Gracia Yoali Nyange, sœur biologique de Josué Muyumba, conseiller en communication et presse de la gouverneure du Lualaba, a été mise en terre au cimetière Rivière des Anges de la ville cuprifère. La levée du corps de l'illustre disparu de la morgue SNCC s'est faite dans une émotion de consternation. Le corps prendra la direction de Kassangiri où, après une oraison funèbre, le prédicateur du jour a, dans sa brève, appelé l'assistance à continuer de suivre le chemin du Christ afin d'espérer une vie éternelle. Confions-nous en l'Éternel, qui est le meilleur. Il n'y a pas de meilleur comme Jésus. Il n'y a pas une vie la meilleure comme la vie en Jésus-Christ. Et la Bible déclare, lui-même Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est maintenant ou jamais où Jésus vous appelle. Il veut que vous lui apparteniez et que vous trouvez un bon refuge. Je vous exhorte à trouver le refuge dans le meilleur. Abandonnez ce que vous avez comme pensée de vous confier dans le grand. Les grands sont mortels et quand nous allons là-bas, nous les retrouvons. Ils n'ont plus rien de grand. Que Dieu vous bénisse. Membres de famille, amis et connaissances, venus pour rendre les derniers hommages à celle qui, durant son passage sur terre des hommes, a été une véritable chrétienne en déposant les gerbes de fleurs. Il y a nos amis qui sont venus de très loin du Lualaba, plus de 360 km, la délégation du gouvernement provincial du Lualaba, 360 km, pour venir dire au roi Bakassi. Même de loin, on t'a fait toujours dans le cœur. On va jamais une référence. Merci. La famille Josué Muyumba, la grande famille Josué Muyumba. Puisse Jéhovah accueillir l'âme de sa servante dans sa félicité. Place à présent à la revue de presse. De minerais stratégiques comme le cuivre, le cobalt et le lithium, entre autres. À en croire le journal, la chef du gouvernement a exprimé le vœu que l'événement phare que constitue le Katanga Business Meeting Vous nous avez pris en cours. Voici ce qu'a été l'essentiel de votre édition. Dans ce journal, nous vous avons parlé du coût exorbitant lié à l'évacuation de marchandises vers le centre des consommations qui fait partie des difficultés des vendeurs de ces produits dits bio. Dans ce journal, vous avez suivi les commerçants de ces articles du marché de l'UPN dans la commune de Ngalema qui se sont confiés au micro d'Ecofin Télévision. Nous avons fait également allusion à la remise et reprise intervenue à l'inspection générale de finances IGF en sigle entre Jules Alingue Tekei et Christophe Bitasimois qui a pris officiellement ses fonctions le jeudi 15 mai.
C'est ces rappels de titres qui bouclent complètement cette édition sur Ecofin Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.